Ah mais non, je vais lui redonner. On en a deux comme ça. Comme ça, là. Attention, vous avez une passage à destination de Paris-Roissy. Voilà. Le dernier. C'est un d'ailleurs qui embarqué en porte numéro 20. Comme beaucoup de gens, j'ai envie de vivre intensément, que ce soit dans ma tête ou avec les quelques moyens physiques qui me restent. Je suis triste quand je regarde ceux qui ne font rien de leur existence, par manque d'intérêt, ou bien d'idées, ou d'apathie tout simplement. La vie d'une personne handicapée est difficile, c'est certain, mais elle peut être aussi très enrichissante. Moi, j'ai toujours voulu aller au bout de mes rêves. Chaque fois que j'ai regardé une montagne, j'ai souhaité aller voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est pour faire de cela une réalité que Joël a inventé sa drôle de Joëlette. Elle ressemble à un siège sur une roue. Mais surtout, elle permet à ceux et celles qui marchent difficilement, ou plus du tout, de se faire brinque-baller sur les sentiers. À eux la joie des brûlures du soleil, ou du froid, des moustiques et des campements sommaires. À eux aussi les petites fleurs au bout du chemin, le soleil couchant, les matins radieux et les balades en toute amitié. Donc l'association existe depuis décembre 88. Elle a été créée donc à l'initiative de Joël avec un petit groupe d'amis, de montagnards autour de lui. Au départ, Joël avait conçu ce fauteuil un peu spécial pour aller en montagne, pour pouvoir continuer à emmener son neveu Stéphane, qui était myopathe, qui était âgé alors de 17 ans, donc pour pouvoir continuer à l'emmener en montagne. Et puis après, avec ce groupe d'amis, ils se sont dit pourquoi pas finalement en faire profiter d'autres, quoi, et faire des randonnées avec d'autres personnes. Eric, Martine et les deux Béatrice ont voulu marcher sur les pas de Stéphane. Pourtant, ces jeunes-là n'ont rien des super athlètes de handisport, certes non. Tout ou presque les différencie. Leur âge, leur milieu social, leur centre d'intérêt, mais tous ont en commun le même rêve, s'évader. S'évader vers d'autres horizons, mais s'évader surtout de ce carcan de pitié et de préjugés créés par notre société moderne. Heureusement, cette évasion n'est plus réservée aux seuls propriétaires de leurs facultés physiques et intellectuelles. Ce qui n'était qu'imagination fait partie aujourd'hui d'une époque révolue. Grâce à cette chaise à porteur, une personne privée de l'usage de ses jambes peut enfin réaliser ses envies d'évasion. Leur rêve à tous les quatre ? Marcher dans la cordillère des Andes, monter encore plus haut que le Mont Blanc et côtoyer les sommets enneigés de la Cordillera Blanca. Au pied du Huascarán, point culminant du Pérou à près de 6008 d'altitude, leur rêve va se réaliser.
Normalement, pour les femmes, il y a une restriction au niveau du corps seulement. Tu ne dois pas descendre de bord. Ah non, mon vieux, faudra te contenter. Salut! Et bonjour, Lionel. Je crois que tu vois pas des paysages comme ça en France. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait pensé ou jugé utile d'ouvrir les chemins de montagne à ceux qui ont une mobilité réduite. Grâce à Handicap Évasion, l'oubli est réparé. L'association au départ, comme elle s'est créée autour de Joël Claudel, elle a débuté dans les Hautes-Alpes. Ensuite, les amis montagnards qui étaient autour de Joël, s'est trouvé qu'ils étaient aussi de l'Isère, de Grenoble. Donc il y a eu l'idée assez rapidement de monter une autre association Handicap Évasion localement sur Grenoble. Pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait déjà des personnes handicapées qui aient envie de faire ça. Et il faut aussi qu'il y ait des accompagnateurs. Parce que le principe de la Joëlette, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne à l'avant qui tire, une personne à l'arrière qui équilibre et qui freine dans les descentes, et puis un relais. Donc ça peut fonctionner pour chaque personne handicapée. Ça ne peut fonctionner qu'avec 3 accompagnateurs valides. Du fait de l'obligation d'emmener à chaque fois quand même un nombre important d'accompagnateurs valides, du coup, c'était plus une activité pour personnes handicapées, mais ça permettait de faire des activités valides et handicapées ensemble, avec un bon équilibre justement valide-handicapé. Parce que c'est un petit peu ce que nous disent beaucoup de personnes handicapées, ce qu'ils trouvent d'original et d'intéressant dans nos activités, c'est que ce ne sont pas des activités pour personnes handicapées. Du fait justement de la présence importante de valides qui leur permet d'accéder à des choses que font habituellement les valides. Une telle expédition ne s'improvise pas. Recherche de partenaires, de moyens financiers et d'un professionnel vivant au Pérou, susceptible d'assurer l'organisation matérielle. Puis trouver les 8 accompagnateurs, prêts à partager ce rêve avec les 4 passagers décidés à le vivre et à oser. Tout cela représente des mois de travail pour l'association. Les 8 accompagnateurs sont des habitués de la Joëlette et des sportifs entraînés aux randonnées en montagne. Simone et Maïté ont déjà fréquenté les sommets andins, dont le Huascarán. Quelques jours à Yungar, près de Huaraz, le Chamonix péruvien, a permis à chacun de se fabriquer des globules rouges et de s'acclimater à l'altitude. À Yungar, l'équipe se complète de 6 porteurs, de 2 muletiers et d'un cuisinier péruvien. Roland, accompagnateur français vivant sur place, guide l'expédition. Durant 3 semaines, 23 personnes de nationalités et de cultures différentes se côtoient et partagent tout. Eric, Martine et les 2 Béatrice acceptent de perdre leur mobilité pour mieux gagner leur liberté. Après avoir délaissé leur fauteuil, commence pour les passagers de Joëlette et les candidats au voyage une relation de tous les instants. Sur plus de 200 km, à une altitude moyenne de 4000 mètres, la caravane part sur les traces des postiers incas. Les villages se font rares. Il faut encore patienter 2 jours au camp d'acclimatation sur le plateau de Rocopampa. C'est l'occasion de nouer les premiers contacts avec les paysans andins. Moi, je fais que le pailler.
Alors, tu veux quoi C'est quoi? Toi, tu peux sûrement pas de la clé. La rencontre avec d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres façons de vivre permet de relativiser le handicap. Le regard des autres devient alors différent. C'est un regard amical, intéressé, mais jamais indifférent. Moi, je pars du principe que on me voit comme handicapé, c'est vrai, on te voit comme handicapé au départ. Et handicapé physique et mental, des fois, les gens, ils font pas tellement la différence. Alors c'est vrai qu'il faut que tu te battes, il faut que tu te battes pour montrer ce que tu es, pour montrer que finalement tu n'es pas si taré que ça. Le regard des autres, tu en as de la pitié, tu as de... Je sais pas moi. Ou alors tu as un regard qui fait particulièrement mal. C'est celui qui dit mieux elle que moi. Et ça, tu sais, c'est pas si rare que ça. Les gens sont étonnamment gentils. C'est-à-dire? Eh ben, quand tu demandes, on te dit oui en principe. Tu trouves toujours une bonne âme pour t'aider. Et puis, les gens ne te proposent pas parce qu'ils ont peur de la réaction. Ça, ils ont raison. Donc, c'est à moi de demander. Et quand je demande, en principe, les gens ils te répondent favorablement et avec une gentillesse. Ça me frappe, ça. Qu'on dit qu'on est dans un monde de cons, mais c'est pas tout à fait exact. La grande expédition débute à Chavindehuantar, site archéologique situé en pleine cordillère blanche. Il faut abandonner les fauteuils qui ne peuvent passer dans les galeries étroites. C'est à dos d'homme que les passagers découvrent le dieu Chavin, monolithe de pierre dont la tête est en forme de lance. Normalement, les dieux sont toujours dans des salles. Les Péruviens se révèlent être de redoutables marcheurs. Leurs pieds chaussés de sandales en pneus recyclés se posent avec agilité malgré le terrain difficile. La caravane doit être particulièrement soudée pour franchir les deux cols en altitude, la Punta San Bartolomé et le col de Portacuelo. Il faut affronter les passages marécageux où même les ânes rencontrent les pires difficultés. Les blocs incas sur lesquels butent les roues des chaises, la pluie, le froid et l'altitude. Au sommet, les condors des Andes glissent au-dessus des têtes, toutes ailes déployées. À l'aube du XXIe siècle, randonner au Pérou peut paraître facile, mais pour les 4 passagers, il s'agit d'une aventure d'une toute autre dimension. C'est tout d'abord une confrontation avec la vie, avec les autres, mais aussi une confrontation avec la nature, cette grande inconnue. Ressentir dans son corps toute la rudesse du climat, les brûlures du soleil, le vent glacial qui caresse les cimes enneigées, la pluie qui transperce les vêtements, les rudiments du couchage pour les corps fragilisés. Le handicap nous a mis à l'abri de ces moments rudes et exceptionnels. On peut en rêver longtemps, mais le vivre, c'est tellement fabuleux. Surtout, on s'aperçoit que ce n'est pas le handicap qui empêche de faire les mêmes choses que ceux qui marchent, mais tout ce qui gravite autour. Ce sont tous les a priori qui existent sur la personne handicapée, sur ce qui est bien ou pas bien pour elle, sur ce qu'elle peut et doit faire ou ne pas faire.
j'en chie. Michel joue à 3005. Non, on était 4000. Je sais pas. Fais-moi un beau sourire. C'est pire que le boulot. Cul de main. Les soirées sont l'occasion de se refaire une santé sous la tente ou autour d'un feu de bois. La vie des paysans est difficile. Champs retournés à la baramine, blocs de terre aussi durs que la pierre, brisés avec la pioche pendant des journées entières. Les canaux d'irrigation permettent de cultiver le maïs et la pomme de terre à plus de 3500 mètres d'altitude. Tout cela est rendu possible par une étonnante résistance physique, mais aussi par l'organisation communautaire héritée de la civilisation inca. Quelques sourires, quelques mots échangés avec à la clé l'autorisation de photographier et de filmer. Les porteurs péruviens traduisent le quechua, la langue indienne couramment parlée. Les enfants se montrent plus abordables que leurs parents, mais aussi très curieux. Ils conduisent les troupeaux de moutons ou de chèvres. Les femmes trottinent en filant la laine. Les mantas multicolores nouées sur les épaules enveloppent les bébés attachés dans le dos, mais aussi les produits destinés à être vendus au marché. Les traversées de villages sont l'occasion de rencontres inattendues. Les habitants sortent sur le seuil de leur porte et s'arrêtent pour regarder cette étrange caravane. Les écoliers d'Huari abandonnent une manifestation contre l'Équateur et accompagnent le groupe tout l'après-midi. Le point culminant du trek se situe à Chacas, petit village au cœur de la cordillère. L'organisation non gouvernementale italienne Mato Grosso gère un certain nombre d'activités du plus haut intérêt pour les paysans andins. Hôpital, centre de formation, ateliers de tissage, d'ébénisterie, de ferronnerie, ferme modèle. Pendant 2 jours, les paysans des alentours sont venus fêter le père Hugo, fondateur de Mato Grosso. Le but humanitaire du voyage se concrétise par la remise de médicaments collectés en France et le don de 4 fauteuils roulants à l'hôpital de Chacas. Il n'y a pas de talus derrière. De tout cela restent en mémoire les paysages fantastiques qu'on a pu découvrir, les multiples sourires glanés çà et là, et l'esprit fantastique qui a soudé l'équipe de Gringos. Et puis, c'est sacrément bien, tu sais, de pouvoir se dire qu'après avoir longtemps rêvé sa vie, il arrive un jour où l'on peut enfin vivre ses rêves. En quechua, le mot « expérience » se traduit par « cœur mûr » ou « prendre place dans la mémoire ». N'était-ce pas là un objectif suffisant ?